Bonjour à tous et bienvenue. Cela fait des années qu'on se pose la sempiternelle question à propos des Girondins de Bordeaux. Que vont-ils devenir? On le rappelle, l'été dernier, le club avait été placé sous redressement judiciaire et rétrogradé en National 2, la 4e division française. Puis, les mois ont passé et les différentes procédures judiciaires ont également suivi leur cours, tant et si bien que le redressement judiciaire des Girondins s'arrêtera le 30 juillet 2025. À partir de là, il faudra présenter un plan de continuité pour justement payer les diverses dettes. Et avec la relégation de Bordeaux, forcément, ça fait moins l'actualité nationale médiatiquement. C'est pour ça que cette vidéo elle est surtout destinée aux gens qui ne suivent pas forcément le club au quotidien, parce qu'on va rappeler certains principes. Déjà, les dettes, combien elles se montent à peu près et comment elles sont réparties. On sait qu'il y a à peu près 40 millions liés à Gérard Lopez, le propriétaire actuel. Est-ce que ce dernier va s'asseoir sur cette créance? Au contraire, il va souhaiter un retour à meilleure fortune, un retour sur investissement, ou que sais-je encore. Pour le moment, c'est une question en suspens. Et on va tout de suite tordre le cou à quelque chose. Gérard Lopez n'est pas le seul responsable, loin de là, de la situation actuelle. On l'avait expliqué, ça fait des années de mauvaises décisions, de débâcles, de mauvaise gestion, parfois même de vols, qui ont conduit les Girondins dans l'abîme. Donc les responsabilités sont partagées et multiples. Ensuite, on a à peu près 25 millions de dettes liées au loyer du stade. En effet, la métropole n'a pas encaissé cela, elle a reporté les loyers. Et vous allez voir que ça a une importance capitale également pour le futur, le stade, et qui en sera le propriétaire. Et dernièrement, vous avez plein d'autres dettes, 20 à peu près, 25-30 millions. Il y a notamment vis-à-vis de paiement à l'État, l'URSSAF, le fisc et d'autres prestataires et tout cela. Donc dans l'idée, le plan de continuité, il va notamment être pour ces 20-30 millions. Et en gros, le club devra rembourser entre 2 à 3 millions chaque année pendant 10 ans. C'est à peu près ce qui est en train de se dire. Or, le plan de continuité, on voit que Gérard Lopez est en train de travailler à ce sujet-là pour en présenter un. On le rappelle que justement, il s'est entouré de personnes qui ont beaucoup d'influence également au niveau politique. On peut penser notamment à Monsieur De Carly. Alors c'est vrai que ces posts sur les réseaux sociaux peuvent faire un peu rire certaines personnes. Le travail de lobbying et de relais médiatique est donc très important pour la direction bordelaise à tous les niveaux, hein, politique, sur les réseaux, pour les fans et tout cela. Parce qu'on a beau être en Ligue 1 ou en National 2, les méthodes sont un petit peu les mêmes. Donc voilà un petit peu près le plan, sachant que vous avez peut-être dû voir passer qu'il y a des gens qui sont intéressés pour justement récupérer le club, dont Oliver Kahn, l'ancien gardien international allemand, on y reviendra plus tard. J'aimerais juste faire un petit point sur le sportif, parce que ça reste quand même très important, c'est même l'essentiel de tout cela. Bordeaux a bénéficié, c'est vrai, de report de match en début de saison et pas de forfait, ce qui leur a permis de continuer à avoir une chance de pourquoi pas remonter en National 1. Alors évidemment, gros budget, alors on pourrait revenir sur la masse salariale et tout cela. Il y aura en effet beaucoup à dire. Finalement, c'est John Williams, le directeur sportif d'Amiens, mais qui a la double casquette visiblement, qui a composé une équipe en très peu de temps. Bruno Relles qui est venu l'entraîner. Donc au début, forcément, c'est très dur. Vous composez une équipe en 48 heures, 72 heures. Donc les résultats ont mis du temps à venir. Dans le jeu, de l'avis de tous les gens qui suivent le club week-end après week-end, c'est pas toujours fameux. Bordeaux a parfois un peu de mal, mais Andy Carroll les a sauvés quelques fois. Le gardien Diabaté. Enfin bon, il y a d'autres 3 joueurs aussi qui montent un petit peu en régime. Sauf qu'à un moment donné, le club a eu une très très bonne série. Certains vont dire qu'il y a eu de nouveau une certaine autosuffisance. Et là, la réalité les a rappelés. 2 défaites consécutives et Saint-Malo est passé de nouveau leader de cette poule qui est peut-être d'ailleurs la plus faible de National 2, ce qui est un avantage évidemment pour la remontée de Bordeaux. Il y aura évidemment ce mano à mano, notamment avec Saint-Malo, qui est un propriétaire pour le coup assez fortuné et qui est un club qui propose des conditions type de National 1, donc de la 3e division française. Donc on va évidemment suivre cela, sachant que les mois ont passé, mais il y a eu pas mal de choses. On rappelle que Gérard Lopez, donc le propriétaire du club, a d'ailleurs été condamné par la justice pour complicité d'exercice illégal de la profession d'agent. Je ne sais pas s'il a fait appel à ce sujet-là. L'autre personne qui a été condamnée, c'est Karim Sada, qui était un scout à Lille, qui a suivi Gérard Lopez aujourd'hui à Bordeaux, et qui est un peu toujours là. On ne sait pas exactement son rôle. Mais en tout cas, ce dernier également, qui est un ancien scout de Lille aujourd'hui à Bordeaux, qui a suivi donc Gérard Lopez, est aujourd'hui au club. C'est un petit peu l'homme à tout faire, diront certains, avec un rôle pas forcément bien défini. Je ne sais pas si les 2 prévenus ont fait appel de cette décision en tout cas. Donc, vous voyez, il y a eu pas mal de nouvelles comme ça. Et puis, il y a toujours ces jeux sur les réseaux. C'est assez nauséabond, on l'explique depuis très longtemps. En fait, dès qu'il y a une information qui peut gêner potentiellement la direction, eh ben, on va allumer des contre-feux avec les uns et les autres. On va encore mettre cette théorie du complot ou que sais-je encore. Mais avant toute chose, avant de partir dans ces théories-là, on va dire un énorme bravo à Gérard Lopez. Alors, certains vont dire que c'est cynique, mais le redressement judiciaire, ça lui a permis de rester au club, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant ça, hop, je reste pas en Ligue 2. Parce que s'il devait rester en Ligue 2, il y avait juste pas 30 ou 40 millions à remettre, vu le déficit structurel, les contrats à prendre et tout. La manière dont ça a été fait, ça lui a permis, tranquillement, avec son avocat, Laurent Cotret, d'ailleurs très proche de l'administrateur judiciaire, on l'avait vu d'ailleurs, je crois que Laurent Cotret recommandait sur le site de l'administrateur judiciaire en charge du dossier de Bordeaux. Et donc, ils ont très très bien joué le coup parce qu'en fait, le redressement judiciaire, ça a permis à Gérard Lopez de rester là. Et beaucoup pensent, ouais, mais il devrait partir. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup au niveau des pouvoirs publics qui en ont marre et qui aimeraient un entrepreneur. Ça, c'est une certitude. Néanmoins, sa stratégie, alors c'est super cynique, hein, comme dirait David Guzman qui intervient souvent à l'after et sur Web Girondin, mais elle marche. Et aujourd'hui, il peut très très bien continuer l'année prochaine avec son plan de continuité qui pourrait être très bien accepté. Alors je sais que pour certains ça va les faire bondir, pourquoi la DNCG n'a rien dit, etc. Sachant que potentiellement elle pouvait
légalement et statutairement sanctionné Gérard Lopez, peut-être pour certains manquements, que sais-je encore. En tout cas, elle n'en a pas jugé bon. Dans tous les cas, c'est toujours lui qui a cette tête, avec toujours les mêmes méthodes, néo-médiatiques, les relais, donc tout ça, ça n'a pas changé. Ligue 1 ou National 2, c'est pareil. On veut l'ambition, on veut ci, on veut là. Et pareil, comme en Ligue 1 ou Ligue 2, à un moment où quand le club commence à trop gagner, boum, là on te rappelle à la réalité, c'est plus compliqué. Dans le même temps, il y a eu énormément de départs, vous doutez bien, des employés, tout cela. Ce qui est assez fou, c'est que le club va faire appel des fois à des conseillers externes qui coûtent très très cher. Alors certains se disent, mais pourquoi tu vires autant d'employés pour faire appel à des mecs externes et tout, sachant que des fois ça coûte bien plus cher à l'heure, à la journée, donc c'est un peu un des mystères. Certains vous diront que c'est une manière aussi de faire sortir un petit peu d'argent du club, comme à l'époque les fameux management fees. On rappelle que quand vous achetez des clubs, il y en a en fait, ils utilisent l'argent des autres. Ok, j'achète le club, mais pour gérer le club, j'ai des management fees, c'est-à-dire que je vais récupérer cela. Donc il y a pas mal de cash à un moment donné qui va sortir ici là, et puis surtout, on a quand même cette fidélité des fans et tout, ça qui est quand même à signaler, domicile ou extérieur, et ça pour le coup, il y a une passion absolument incroyable à Bordeaux. Donc on verra pour le suspense qui est à la montée, avec évidemment ce fonctionnement un peu brinque-ballant de John Williams, qui a la double casquette, qui est toujours Amiens, même si on fera peut-être une vidéo bientôt spéciale Amiens, c'est très tendu entre Joannin, lui, etc. Bon, vous savez que c'est un club, c'est le club Med Amiens. Mais en tout cas, voilà, on en a un petit peu sportivement. Maintenant, quid de l'avenir, parce qu'en effet, il y a des idées de rachat, et vous avez peut-être vu aujourd'hui le communiqué absolument lunaire des Girondins, on va quand même le mettre un petit peu, parce que je ne résiste pas à cette idée. Je cite deux points, ouvrez les guillemets, le FC Girondins de Bordeaux met en garde contre une tentative de fraude impliquant l'entité Arkin Capital LLP, qui prétend vouloir investir 205 millions d'euros dans la reprise du club, etc. Et plus loin, on voit... Pire encore, il existe un risque réel d'escroquerie. Donc on a le club de Gérard Lopez qui avertit tout le monde en disant qu'ils ont mené des enquêtes et que voilà, il faut faire très attention aux potentiels repreneurs parce qu'ils n'auraient pas la surface financière et qu'il y a un risque réel d'escroquerie. Donc je laisse évidemment le choix à chacun de juger ce communiqué. Vu la situation, le passé, etc., certains le trouveraient peut-être ironique. Dans tous les cas, il y a plusieurs personnes qui sont manifestées pour reprendre le club, dont Alexis Galis qui s'est attaché avec un fonds d'investissement anglais, on a vu un peu sortir ici et là, et puis vous avez surtout le dossier d'Oliver Kahn, l'ancien gardien allemand, aidé également par Jacques Henriot, l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Alors Oliver Kahn a été vu en compagnie du maire de Bordeaux, également au niveau de la métropole, et c'est là où en fait la métropole c'est très important, et notamment ses stades, ses loyers de 25 millions. C'est pour ça que c'est très drôle de voir le club actuel mettre en garde la métropole contre de potentielles choses, alors que le club n'a pas payé 25 millions de loyer à la métropole. C'est quand même curieux, j'imagine que beaucoup d'autres entrepreneurs aimeraient de telle mansuétude de la métropole. Dans tous les cas, la métropole a un souci, c'est que le stade il risque de le récupérer complètement. On rappelle qu'il y avait ce financement très brinque-ballant privé-public qui a été globalement un désastre en France, et qu'en fait il y avait une filiale de Vinci à ce niveau-là, sauf que la filiale de Vinci elle est en train de faire, économiquement ils sont capoutes. Donc ils vont plus être là, donc en gros le stade va revenir normalement complètement à la métropole. Donc la métropole aimerait céder le stade. C'est pour ça que là, Gérard Lopez explique que pourquoi pas j'achèterais le stade. Le club est descendu à N2, t'as demandé un redressement judiciaire pour... Chacun appréciera encore une fois, mais en fait la métropole elle va être intéressée de trouver un acquéreur sur le long terme capable d'avoir un plan de continuité, donc pour épurer toutes les dettes, notamment à l'URSSAF, etc. et tout, mais également pour récupérer le stade qui, honnêtement, n'a rendu service à personne. Et je le répète, ce financement public-privé, ça a été globalement un désastre dans la politique sportive d'infrastructure française. Donc vis-à-vis d'Oliver Kahn, il y a eu une petite plaquette qui est sortie ces derniers jours, qui fait quelques pages. Alors bon, je vais pas vous la montrer en détail, honnêtement, c'est des chiffres. Et en fait, l'idée d'Oliver Kahn, c'est de dire, ok, on va ramener plus de 250 millions, donc bonne chance quand même pour les retrouver. Alors après, c'est une plaquette commerciale, et vous apprenez pas grand chose à ce sujet-là. On voit simplement son partenaire. On apprend donc qu'ils sont en négociation également avec des clubs au Japon, un club au Japon, en Autriche ou en Allemagne, que l'idée c'est de faire donc un MCO, Multi-Club Ownership. Donc comme on le voit actuellement à Bordeaux, je rappelle que Bordeaux avant il y avait Moucron, mais bon, le club n'existe plus dans cette forme-là avec Gérard Lopez, mais qu'il y a toujours Boavista où il y a également aussi des soucis financiers, et Bordeaux, et c'est un peu la mode. Alors il y a des MCO plutôt corrects, où les gens se comportent bien, d'autres, type 777, où les anciens mecs de Nancy, Pacific Group, là c'était un véritable désastre, on a vu ce que ça a donné pour les clubs en question, Barnsley, Elfsborg et Nancy. Donc à voir, en tous les cas, il n'y a pas d'information globale sur d'où viendraient les fonds dans cette plaquette et tout. Donc c'est difficile de dire qui est derrière Olivier Kahn, comment ils vont récupérer ces fonds-là. Donc évidemment pour les financiers ça les fera rire parce que l'IRR qu'ils annoncent, évidemment pour un retour en Ligue 1 c'est quand même évidemment très très exagéré, mais comme je vous dis c'est plus une plaquette de présentation pour attirer des investisseurs, donc c'est assez amélioratif, on va donner les chiffres qu'on a bien envie de donner, donc elle n'est pas forcément différente de ce qu'on voit dans le milieu, sauf qu'Oliver Kahn donc a rencontré déjà les pouvoirs publics, ce qui a excédé évidemment Gérard Lopez, donc c'est pour ça que depuis un moment on a on va dire certains messages, certains relais médiatiques ou d'influence pour dire que non, que c'est pas sérieux, que pour l'avenir du club. Alors certains évidemment ont trouvé une certaine ironie vu dans l'état lequel est Bordeaux, qui est rétrogradé en 4ème division.
Quand tu vois d'où ça vient, tu peux en effet un petit peu sourire, et là maintenant une nouvelle guerre médiatique va commencer à s'installer au même moment où le club joue potentiellement sa montée en National 1. Ce qui est certain, c'est que National 1 ou National 2, il faudra entre 10 et 12 millions l'année prochaine pour repartir, donc c'est quand même une somme importante. Est-ce que Gérard Lopez va voir les mettre? Est-ce que le plan de continuité va être accepté pour lui? Est-ce qu'il va y avoir un autre plan de continuité pour d'autres personnes? Ce qui est certain, c'est qu'Oliver Kahn veut vraiment finaliser Bordeaux, ça je vous donne l'information, c'est certain. Alors oui, il y a l'idée ensuite d'avoir plusieurs clubs, Japon, comme je l'ai dit, Autriche, potentiellement Allemagne. Je comprends que ça fasse peur aux gens, évidemment. Il n'y a pas que des mauvais exemples de la MCO. Je tiens à préciser que je ne connais ni Oliver Kahn, ni Jacques-Henri Hérault, je ne leur ai jamais parlé. Je n'ai aucun intérêt à dire du bien d'eux. Le problème qu'on a avec leur plaquette, c'est qu'on n'a aucune idée d'où ça vient, qui est la structure financière réellement derrière et tout cela. On ne sait pas comment ils vont récupérer les fonds. Alors après, j'ai envie de dire, ce ne sont pas les seuls à faire ça, on va les laisser travailler. Mais dans tous les cas, les prochaines semaines, les prochains mois risquent d'être très agités à Bordeaux parce que déjà, il y a une proposition, je crois, pour le 15 avril prochain où le club va remettre son plan de restructuration, donc de continuité au tribunal de commerce vis-à-vis de la dette. Donc il y a ensuite le tribunal, je crois, à 45 jours pour dire si c'est bon ou pas. Donc il y a encore beaucoup d'étapes au niveau judiciaire avant la fin du redressement judiciaire prévu le 30 juillet 2025. Avant ça, il y a une montée à jouer qui va évidemment passionner tous les fans du scapulaire, mais également tous les autres clubs de National 2 à ce sujet-là. Donc maintenant, dire est-ce que le projet Oliver Kahn il est sérieux, etc. Pour le moment, c'est quasiment impossible à le dire parce qu'en fait, il y a très peu d'informations. Par contre, ce qui est très drôle, c'est que cette petite plaquette, donc qui a un tout petit peu circulé dans le milieu autorisé, ça considère oui, non, mais il y a un problème, faut pas que ça fuite, etc. Et tout, honnêtement, il n'y avait rien du tout, c'est loin d'être un document. C'est pas Hiroshima sur le document, je vous rassure. Et donc pour le moment, on reste un petit peu dans le flou, comme malheureusement depuis bien trop longtemps avec Bordeaux. Donc on attend simplement que les différents acteurs se manifestent et mettent carte sur table, parce que c'est quand même le véritable problème avec la direction actuelle, qui la crie un petit peu au complot, attention, faites gaffe aux escroqueries et tout. C'est qu'on aimerait bien aussi que la direction actuelle, à un moment donné, elle joue carte sur table, notamment sur les finances, et ce qu'elle veut vraiment faire, et surtout d'où va venir l'argent, parce que je le répète, cet été, Bordeaux aura encore besoin d'au moins 10 à 12 millions pour continuer son activité, que ce soit en National 1 ou en National 2. Sur ce, bonne chance pour la montée, équipe de Faith.